Bonjour, nous avons terminé l'analyse lexicale et on va commencer l'analyse syntaxique. Aujourd'hui, on va commencer par le rôle de l'analyse syntaxique. Après ça, nous allons définir c'est quoi une grammaire et parler de grammaire ambiguë et grammaire contexte libre. Après ça, on va donner un exemple de grammaire qui est grammaire BNF. Et la semaine prochaine, on va voir l'analyseur syntaxique. On commence avec le rôle de l'analyse syntaxique. Après l'analyse lexicale vient l'analyse syntaxique. Le rôle de l'analyse syntaxique est de reconnaître les phrases d'un langage conformément à une grammaire. L'analyse syntaxique est aussi appelée analyse grammaticale puisqu'elle s'appuie sur une grammaire pour décider si une phrase est bien constituée ou pas. Donc ce qu'elle fait, l'analyse syntaxique, c'est qu'elle récupère les unités lexicales produites par l'analyseur lexical et s'assure qu'elles forment des phrases valides, donc qu'elles respectent les règles de la grammaire du langage. À partir du code source, on applique donc en premier l'analyse lexicale, qui peut bien sûr trouver des erreurs. Elle crée la table des symboles, qui sera mise à jour, complétée et utilisée par l'analyse syntaxique et aussi l'analyse sémantique, comme nous allons voir. Donc c'est quoi la table symbole? La table symbole contient des tokens, par exemple un token identificateur, les variables, donc les informations qu'elle va contenir, c'est le nom de la variable, le type selon le langage de programmation, c'est quoi la taille attribuée à ce type, l'adresse, et ici c'est des adresses logiques à partir du début de programme et non pas des adresses physiques dans la mémoire. Il n'y a pas juste les tokens identificateurs, mais aussi les fonctions. Et on va voir des informations sur les types des paramètres, le type de retour, etc. Donc l'analyse syntaxique, elle va continuer à mettre à jour la table de symboles, elle va l'utiliser aussi, et elle va produire un arbre syntaxique. Pour résumer, le rôle de l'analyse syntaxique est d'activer l'analyseur lexical, vérifier la conformité syntaxique vis-à-vis d'une grammaire, construire un arbre qui représente le programme, l'arbre d'analyse, et gérer les erreurs communes de syntaxe. Maintenant, on passe aux grammaires et on commence par une définition. La syntaxe est spécifiée par une grammaire. Une grammaire est composée de règles. La forme d'une règle, c'est symbole qui va être dérivé en expression. Dans l'expression, on peut avoir deux sortes de symboles. Ceux du langage final, ça veut dire les symboles terminaux, ce sont les unités lexicales reconnues dans l'analyse lexicale. Un symbole terminal est une constante et ne peut donc être remplacé ni par un autre terminal, ni par une expression, mais il peut éventuellement être remplacé par une valeur. Des symboles intermédiaires, les variables ou les noms terminaux. Un symbole non terminal est une variable et peut donc être remplacé par un symbole terminal ou par une expression. Maintenant, pour avoir quelques exemples, si on prend l'étudiant suit un cours, on peut dire que la grammaire pour cette phrase, c'est une phrase peut être dérivée en sujet, verbe, complément. If i inférieur à 5, then printf, else printf and. Donc cette phrase, elle peut être dérivée de une instruction, peut être dérivée à if, une expression, then une instruction, else une instruction, and. Une grammaire est définie par un alphabet de symboles
terminaux. Et là, on parle bien sûr d'alphabet des mots par rapport à l'analyse syntaxique et non pas lexicale comme on l'avait vu, c'est par rapport aux mots. Un ensemble de noms terminaux. Un nom terminal appelé axiome de départ. L'axiome, c'est le nom terminal avec lequel on commence. Un ensemble fini de règles sur l'ensemble. Donc la gauche, c'est toujours un nom terminal et à droite, il se compose de terminaux et non terminaux. Donc une règle de x vers y, x elle est dans v, ça veut dire les noms terminaux, et w il est composé de a et de v. Un mot sur a est une suite d'éléments de a, de terminaux à la fin, la phrase est une suite de terminaux. A étoile est l'ensemble de tous les mots qui peuvent être générés à partir de l'alphabet A. Normalement, c'est un ensemble infini. Un exemple d'une grammaire pour les expressions arithmétiques simples. Donc l'alphabet, c'est les nombres, les parenthèses, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Les noms terminaux, c'est juste un E. L'axiome de départ, bien sûr, il doit être un nom terminal, donc on a juste le E. Et les règles, E peut être dérivé en nombre, peut être dérivé en E en ajoutant les parenthèses, en E plus E, en E moins E, en E multiplié par E, en E divisé par E. Maintenant, est-ce que 2 plus 5 moins 1, le tout divisé par 2, respecte cette grammaire? Donc, pour savoir si cette phrase respecte la grammaire, on doit utiliser ces règles pour générer cette phrase. Donc, on commence toujours par l'axiome de départ, ça veut dire E. Après ça, on va utiliser les différentes règles, ici, les 6 règles qu'on a ici, pour trouver la phrase. Alors, on commence par la 6e règle. E est dérivé en E divisé par E. Donc, ici, le E change en E divisé par E. Après ça, on passe à la 2e règle. Et le E ici, il va être dérivé en ajoutant les parenthèses. Après ça, on passe à la 4e règle et le E va devenir E moins E. Donc le E ici, il va être dérivé en E moins E. Et après ça, on passe à la 3e règle, E en E plus E. Donc le E ici, il va être dérivé en E plus E. Et maintenant, on passe à la première règle. Le E va être dérivé en nombre. Et tous les E, je vais les remplacer par des nombres. Les nombres appartiennent à l'alphabet, c'est des terminaux. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est remplacer les nombres par leur valeur. Et là, on va avoir, ce nombre-là va être le 2, le nombre-là va être 5, le nombre ici, c'est le 1, le nombre ici, c'est le 2. Et on trouve la phrase, donc elle respecte la grammaire. Des conventions et notations. On regroupe plusieurs règles qui ont le même membre gauche. Comme ici, le E peut être dérivé en E plus E et le E peut être dérivé en nombre. On peut l'écrire E est dérivé en E plus E ou en nombre. Sinon, on peut écrire aussi le E est dérivé en E plus E et on revient à la ligne pour montrer que c'est une nouvelle dérivation. On fait le OU et on écrit nombre. On donne la liste des règles commençant par l'axiome. On commence toujours par l'axiome de départ. Et après ça, c'est les noms terminaux qu'on trouve ici. On peut les définir, on peut écrire des règles pour les noms terminaux qu'on trouve à la partie droite. Et on ne commence pas par ces noms terminaux. On représente les règles sous forme d'arbre. La dérivation E vers E avec parenthèse, on peut la représenter graphiquement comme ça. Donc le E est dérivé et ça c'est un arbre. Donc c'est quoi une dérivation? On a utilisé le mot, maintenant on le définit. La dérivation simple, si x vers w est une règle d'une grammaire, alors en remplaçant x par w dans une expression composée de terminaux et de non-terminaux, on obtient une dérivation. Donc dériver, c'est juste remplacer le x
par le W. On prend un exemple ici, si on a E étoile entre parenthèses E, on a une règle E qui peut être dérivée en E plus E, alors E étoile entre parenthèses E, ce E il peut être dérivé en E plus E, ça devient E étoile E plus E. Un enchaînement de dérivations. Donc si nous avons un U0 qui peut être dérivé en U1, le U1 en U2, le U2 en U3 jusqu'à UN, on peut écrire pour simplifier U0 vers UN avec un étoile ici pour dire que c'est un enchaînement de dérivations. Un langage engendré par des dérivations. On s'intéresse aux dérivations qui vont de S, l'axiome de départ, à des mots de A étoile. Donc U, la phrase elle appartient à étoile, ou S, et après ça on dérive jusqu'à ce qu'on trouve tous les U, toutes les phrases, parfois ils sont infinis. Maintenant, un arbre de dérivation, c'est quoi? C'est en enchaînant plusieurs dérivations, on obtient un arbre de hauteur supérieure à 1, c'est ça, l'arbre de dérivation. Par exemple ici, E multiplié par E multiplié en ajoutant les parenthèses, et après ça, en dérivant le E en E plus E. Donc pour le représenter graphiquement, la première dérivation, après ça la deuxième dérivation, après ça la troisième dérivation, et on obtient un arbre de dérivation. Donc, l'arbre de dérivation, on s'intéresse aux arbres dont la racine est l'axiome. On commence par l'axiome, le nom terminal de départ, et dont toutes les feuilles sont des symboles terminaux. Si on descend jusqu'à la feuille, on va trouver que des symboles terminaux. Le langage engendré par une grammaire est l'ensemble des phrases qui sont uniquement composées de symboles terminaux dérivant de l'axiome. Par de l'axiome, toutes les feuilles sont des terminaux. Une phrase appartient à un langage s'il existe au moins un arbre de dérivation dont les feuilles représentent exactement la phrase en question. Dans un arbre de dérivation, les nœuds sont étiquetés par des noms terminaux, les feuilles sont étiquetées par des terminaux, ou epsilon s'il n'y a pas de feuilles. La racine est étiquetée par le symbole de départ, l'axiome, et chaque nœud correspond à une règle de production de la grammaire. Pour une phrase d'un langage, une ou plusieurs dérivations peuvent être retrouvées. Donc, comme un exemple, on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc une grammaire pour les expressions arithmétiques avec les règles suivantes. Donc 2 plus 5 moins 1 divisé par 2, c'est l'exemple de tout à l'heure. On a juste représenté en arbre de dérivation. Les valeurs explicites sont des attributs des unités lexicales. L'association de valeurs explicites aux unités lexicales est effectuée par ce qu'on appelle l'analyseur lexical. On passe maintenant aux grammaires ambiguës. Il y a ambiguïté s'il existe au moins une phrase qui peut être générée par plusieurs arbres de dérivation. Un exemple, par exemple 7 plus 5 divisé par 2, il peut être généré par cet arbre comme il peut être généré par cet arbre-là. On voit que les deux arbres sont différents. Un autre exemple, on prend l'instruction if, donc qui peut être if, then, else, ou juste if, then. Un code qui montre cette ambiguïté, donc nous avons deux if, et nous avons ce else là. Donc l'ambiguïté c'est est-ce que ce else il appartient au premier if ou au deuxième if. Pour mieux voir l'exemple, ici le else peut appartenir au premier if comme au deuxième if. Et avec ça, on va avoir deux arbres différents. Ici, le else, il appartient au premier if. Et dans le deuxième arbre, le else, il va appartenir au deuxième if. Un compilateur ne peut pas se baser sur une grammaire ambiguë parce que, suivant l'arbre de dérivation utilisé,
le résultat d'une même expression peut différer. Si on prend l'exemple de tout à l'heure, 7 plus 5 divisé par 2, donc ça peut être 6, si on considère 7 plus 5 et puis divisé par 2, ou 9,5 si on considère 7 plus, et on fait le 5 divisé par 2 en premier. Il faut donc lever l'ambiguïté de la grammaire, donc il faut transformer la grammaire ambiguë en une grammaire non ambiguë. La résolution des ambiguïtés avec le même nom terminal. On commence par l'ambiguïté d'associativité et on voit que c'est le même nom terminal. L'opérateur ici, c'est le même opérateur ici. Donc, on prend comme exemple E plus E, nombre ou E. Donc, l'expression 4 plus 5 plus 10, on peut avoir le premier arbre et le deuxième arbre. C'est vrai qu'ici, ça va être le même résultat, mais l'ambiguïté, c'est quand il y a deux arbres différents, et là, les deux arbres sont différents. Pour lever l'ambiguïté d'associativité, on choisit un côté pour la récursivité, un côté gauche ou droit, et on ajoute un nom terminal. On prend l'exemple E est dérivé E plus E est dérivé un nombre ou E entre parenthèses. Donc, on va utiliser ici le développement à gauche en premier. Donc, E va devenir un E. Donc, c'est le E ici, il se développe d'abord à gauche. Après ça, on ajoute un nom terminal F, que F, c'est lui qui va être juste un nombre, sinon un E avec entre parenthèses, donc il n'y aurait pas de conflit. Sinon, on peut choisir le côté droit, et là, E va être dérivé en F, lui qui peut être juste un nombre ou un E entre parenthèses, donc il n'y aura pas de conflit, et tout le E qui se développera, il va se développer à droite. Et regardez les signes, quand on écrit ici le plus, il est plus fort à gauche, donc ça c'est, il se développe d'abord à gauche, et ici, le plus, il se développe d'abord à droite. C'est comme il est plus fort à droite. Il y a aussi l'ambiguïté de précédence. Donc ici, nous avons des noms terminaux qui sont différents. L'opérateur 1 ici, il est différent de l'opérateur 2. Donc on prend l'exemple E plus E, ou E divisé par E, ou E moins E, ou E multiplié par E, et E aussi un nombre ou E. On va prendre l'expression 7 plus 5 divisé par 2. Donc on peut avoir le premier arbre ici, et on peut avoir aussi ce deuxième arbre de dérivation. Donc, la solution pour l'ambiguïté de précédence, c'est ajouter un nom terminal à chaque niveau de précédence. Donc, notre grammaire, les règles, ils vont être écrites de la façon suivante. On va mettre E va être E plus F ou F, donc le plus. Après ça, le F donne le moins, le L dans la multiplication et le M la division. Ce que ça fait, c'est que la division est la plus forte et après ça, la multiplication, et on la note de cette façon. Donc, avec cette grammaire, avec ces règles dans cet ordre, nous avons que c'est toujours la division qui va s'exécuter en premier, après ça la multiplication, après ça la soustraction, après ça l'addition. Dans le cas des problèmes d'associativité et de précédence, plusieurs générateurs de compilateurs offrent la possibilité de les résoudre sans changer la grammaire. La solution, c'est d'indiquer l'ordre de précédence et l'associativité à gauche ou à droite. Pour le cas du if, pour résoudre ce problème, il faut prendre une des décisions suivantes. Ne pas autoriser des if-else en tant qu'instruction d'un if qui a déjà un else. Ne pas autoriser des if-else dans le corps d'une instruction else. Ajouter des accolades ou begin and et les rendre obligatoires dans le cas qui pose problème. La section suivante, c'est pour la grammaire à contexte libre.
Une grammaire régulière est une grammaire associée à un langage régulier. Il y a la possibilité de la représenter avec un automate fini. Elle ne comporte pas de récursivité centrale directe ou indirecte. La récursivité centrale directe, c'est quand un nom terminal se retrouve dans sa dérivation. Par exemple, ici, le E, on le retrouve dans sa dérivation. La récursivité centrale indirecte, c'est que le nom terminal, dans sa dérivation, on trouve un autre nom terminal, et ce dernier, dans sa dérivation, on retrouve le premier nom terminal. Donc, toujours pour la grammaire régulière, elle n'a pas besoin de mémoriser les états visités pour reconnaître une phrase ou une instruction dans notre cas de ce cours de compilation. Maintenant, la grammaire à contexte libre. Une grammaire à contexte libre, context free, ou non contextuelle est une grammaire qui ne dépend pas du contexte. Chacune de ces règles de production est de la forme. Un nom terminal vers une séquence de terminaux et de noms terminaux. La plus connue des grammaires à contexte libre, c'est la forme de Bacchus-Naur, la BNF. Et c'est aussi la plus utilisée. Les grammaires à contexte libre sont reconnues par des automates à pile. L'automate à pile, il ressemble à l'automate qu'on a vu, qu'on a utilisé, sauf que il y a une pile qui va mémoriser les états visités. La phrase ou l'instruction qu'on veut reconnaître, le mot qu'on va lire, notre automate, les états, les transitions, et à chaque transition, on peut empiler ou dépiler de la pile. Donc, on va utiliser une pile pour sauvegarder les états visités. Elle sert de mémoire pour l'automate. Une transition qui peut être effectuée avec un nom terminal ou un terminal. Donc c'est le même fonctionnement qu'un automate fini avec la possibilité d'empiler, dépiler lors de la transition. Pour analyser une phrase, une instruction, donc on suit l'algorithme suivant. On démarre dans l'état initial bien sûr, avec une pile vide et on pointe sur le premier mot de la phrase à analyser, le X de tout à l'heure. Après ça, on va lire le mot pointé. Selon ce qui est indiqué dans la transition équivalente au mot lu, on va soit empiler des choses ou dépiler de la pile. On va passer à l'état indiqué par la transition. Et s'il y a une erreur dans l'étape précédente, dans l'étape 3 ici, donc on va terminer l'analyse et refuser la phrase. Sinon, s'il n'y a pas d'erreur, s'il reste au moins un mot dans la phrase, alors on va pointer sur le prochain mot et revenir à l'étape 2, le lire et empiler ou dépiler et passer à l'autre état, etc. Sinon, on a terminé, on va accepter la phrase si on termine dans un état final bien sûr, et aussi si la pile est vide. Si l'une des deux conditions n'est pas vraie, on refuse la phrase. La définition formelle d'un automate à pile. Un automate à pile est un septuple de la forme S, sigma, sigma prime, Z0, delta, iota, F, où S est un ensemble fini d'états. Sigma et sigma prime, ce sont deux alphabets de l'automate et de la pile, ce sont des ensembles finis. Delta est une fonction de transition. Elle diffère de la fonction qu'on avait utilisée dans les automates, juste par l'ajout de empiler, dépiler de la pile. Z0, un élément de sigma prime, de l'alphabet de la pile, qui est le symbole de fond de pile. Iota appartient à S et l'état initial, et F est l'ensemble des états finaux.
La grande différence avec un automate fini réside dans la fonction de transition delta. Maintenant, on a un couple RZ de S sigma prime union epsilon où S est l'état actuel, A le mot lu, Y et Z deux symboles de l'alphabet de la pile et R est un état. Donc l'exécution de la transition, dépiler Y sauf si Y est la chaîne vide epsilon. Dans ce cas, la transition effectuée sans rien dépiler, c'est pas une erreur. Aller dans l'état R et empiler Z sauf si Z est la chaîne vide epsilon. Un automate à pile peut être représenté graphiquement en indiquant au niveau de chaque transition les modifications de la pile avec l'écriture de la forme YZ qui indique que Y est à dépiler et Z à empiler. Un automate à pile pour le langage ANBN qu'on avait dit que c'est un langage non régulier parce qu'il fallait mémoriser le nombre de A pour le répéter pour les B. C'est tout à fait comme l'automate qu'on avait vu avant, sauf que ici nous avons dans une transition, par exemple ici la transition A, on va rien dépiler, mais on va empiler Z. Ici, la transition B, on va dépiler Z et on va rien empiler. Parfois, dans des exemples, on peut trouver YZ, ça veut dire dépiler Y, empiler Z. Ici, le A, la transition A, on va rien empiler, rien dépiler. Donc, comment ça répond à notre langage qui n'est pas régulier? Ça veut dire qu'il faut mémoriser le nombre de A. Tout simplement, à chaque fois qu'on fait un A ici, on va empiler un Z. Donc, on va empiler autant de Z. Et quand on vient ici, à chaque fois qu'on fait un B, on va dépiler un Z. Donc, à la fin, si on a fait le même nombre de A que de Z, notre pile va être vide. Sinon, on ne va pas accepter le mot. Comme exercice, vous pouvez tester notre automate à pile avec la chaîne AAABBB. Donc, ce qu'on veut, c'est les états qui seraient l'état courant à chaque étape et le contenu de la pile à chaque étape. Prenez votre temps, faites une pause. Maintenant, je présente la solution. Donc, on commence avec l'état 1 qui est l'état initial et au départ, la pile elle est vide. On va rencontrer le premier mot qui est A. Donc, quand on rencontre A, on va rien dépiler, on va rien empiler, mais on va passer à l'état 2. Donc, on est dans l'état 2, on n'a rien empilé, rien dépilé. On va rencontrer maintenant un deuxième A. On est dans l'état 2, on rencontre un A, on va rien dépiler, mais on va empiler un Z, ça veut dire le contenu de la pile, ça va être Z, et on est toujours dans l'état 2. On va rencontrer encore un A, on est toujours dans l'état 2, on va rien dépiler, on va empiler un autre Z et on va rester dans 2. Donc on est dans 2 et maintenant la pile c'est Z, Z. Maintenant on va rencontrer un B. Donc un B, on est dans l'état 2, on va rien empiler, rien dépiler, mais on va passer à l'état 3. Donc l'état en cours c'est l'état 3 et la pile n'a pas changé. On va rencontrer encore un B. Donc ici on est à l'état 3, on rencontre un B, on va dépiler un Z, on va rien empiler. Donc dépiler un Z, on va rester juste avec un Z dans la pile. On va rencontrer le dernier B, on est dans l'état 3, un B, je vais dépiler un Z et je vais rien empiler. Donc dépiler le Z, la pile elle est vide à nouveau et je suis dans l'état 3. Donc j'ai terminé dans l'état 3 qui est un état final.
le contenu de la pile elle est vide. Donc dans ce cas, je vais accepter le mot. Donc il est validé par l'automate à pile. Et on termine ce cours avec la grammaire BNF, un exemple de grammaire. BNF, c'est quoi? C'est la notation de Backus-Naur. Elle est largement utilisée pour décrire la syntaxe d'un langage et spécifier les règles de production de grammaire associées. Voilà. Pour stipuler c'est quoi vos règles, vous allez utiliser BNF, la notation de Backus-Naur, pour dire le nombre, par exemple, est constitué d'un chiffre ou d'un nombre est un chiffre. Avec ce formalisme, une règle de production s'écrit. Ici, c'est un nom terminal. Ça, c'est un métasymbole qui dit comment est-ce qu'on le définit. Deux points égal, ça veut dire voilà comment est-ce qu'on le définit. Ici, c'est un autre nom terminal. Ça, c'est un ou, c'est aussi un métasymbole. Et ici, c'est un nom terminal et on va définir les noms terminaux. La syntaxe BNF est composée de des métasymboles. C'est des symboles qui appartiennent à la notation de Backus-Naur. Ils n'ont rien à voir avec le langage que je veux décrire. Par exemple, ici, les deux points égales, ou le ou ici. Nous avons aussi les accolades. Si vous trouvez des accolades dans la BNF, ça veut dire que c'est des éléments qui peuvent se répéter. Ce que ça dit, c'est que ce qui est entre les accolades, ça se répète plusieurs fois. Nous avons aussi les crochets. Ils entourent les éléments optionnels. Ça veut dire si on les trouve, ce qu'il y a à l'intérieur, on peut l'avoir comme on peut ne pas l'avoir. Les terminaux maintenant. Les terminaux, ce sont les symboles du langage décrit. C'est des symboles qui ne changent pas. Et les noms terminaux sont les noms des catégories que l'on définit. Comme ici, objet 1 du langage, c'est une catégorie que je vais définir, c'est un nom terminal. Les noms terminaux, c'est ce que vous allez trouver entre inférieur et supérieur. Ça veut dire ce qu'on définit, ce que peut prendre différentes valeurs. Exemple, trouvez les métasymboles, les terminaux et les non terminaux dans les deux définitions ici. Chiffre, deux points égale 0 ou 1 ou 2 ou 3 et ça jusqu'à 9. Vous voyez comment est-ce que je définis un chiffre. Un chiffre, c'est soit 0, soit 1, soit 2 jusqu'à 9. Ça peut être une chose parmi tous ces choix. Je définis aussi la structure if. Dans cette structure, je dois trouver i, f tel qu'il est, le i et le f. Après ça, je dois trouver une parenthèse. Après ça, je vais trouver une condition. Et là, je suis obligé de définir c'est quoi une condition après. Mais nous, on prend juste les deux exemples juste pour trouver les métasymboles, les terminaux et les non terminaux. Après ça, je vais trouver la parenthèse fermée. Et après ça, je dois trouver une accolade. Et vous voyez pourquoi est-ce qu'on a utilisé les guillemets pour les accolades. Pour dire, ce n'est pas un métasymbole, mais c'est juste le caractère en tant que tel. Parce que le métasymbole, ça veut dire que ces instructions, ils peuvent se répéter plusieurs fois. Mais ici, j'ai juste besoin d'avoir l'accolade comme caractère. Alors, prenez votre temps à essayer de trouver rapidement c'est quoi les métasymboles, c'est quoi les terminaux et c'est quoi les non terminaux. Ok, je vais donner maintenant la solution. Pour les métasymboles, c'est clair, nous avons le deux points égal qui veut dire je vais définir ce qui est à gauche. C'est est défini par. Et nous avons le ou ici, c'est une alternative. Ça, c'est ou. Pour les terminaux, les choses qui ne changeront plus. Donc nous avons le 0, c'est un terminal, on va l'utiliser tel quel. Le 1, le 2 jusqu'à 9, de 0.9 pour dire de 0 jusqu'à 9. Le if, je dois le trouver tel qu'il est, donc if. La parenthèse ouverte, la parenthèse fermée et les deux accolades. Maintenant, c'est quoi les non terminaux? C'est simple, c'est tout ce qui est entre inférieur et supérieur, c'est ce que je définis ou je dois définir. Ici, chiffre, c'est ce que je définis. Structure if, c'est ce que je définis. Et condition, bien sûr, je dois la définir. La machine doit savoir c'est quoi une condition. Et instruction aussi, je dois la définir après. Nous avons pris juste un exemple des deux instructions suivantes. Exercice, définir
un entier non signé. C'est quoi? C'est comme 0, 1, 125, 314. Donc, c'est quoi un entier non signé? Comment est-ce que vous pouvez le définir en utilisant la notation BNF? Comment dire à la machine cet ensemble de caractères, c'est un entier non signé? C'est ce que vous allez faire tout de suite avec ce qu'on vient de voir de la BNF. Alors, la solution, j'ai choisi d'appeler ça entier-en bas ns pour entier non signé. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et bien sûr, je l'entoure d'inférieur et supérieur. C'est un nom terminal que je veux définir. Il est défini par le métasymbole pour définir par, c'est lui. Donc, 2 points égale. C'est-à-dire je veux définir un entier non signé. Il est défini par un chiffre. Nous avons vu déjà c'est quoi un chiffre. C'est soit 0, soit 1, soit 2 jusqu'à 9. Ou chiffre. Et juste à côté, j'ajoute entier ns encore une fois. Je vous explique pourquoi. Supposez que vous n'aviez pas cette partie-là. Alors, un entier non signé pour vous maintenant, c'est un chiffre. Ça veut dire que je peux représenter 0, 1, 2 jusqu'à 9. Ce chiffre, je peux le remplacer par ses valeurs, par une de ces valeurs, soit 0, soit 1, soit 2 jusqu'à 9. Est-ce que je peux écrire 10? Non, je ne peux pas écrire 10 parce que c'est juste un chiffre. Je peux remplacer le chiffre par une de ces valeurs. Maintenant, pour représenter 10, 20 jusqu'à 99, je peux écrire quelque chose comme chiffre ou chiffre et juste à côté, chiffre. Ce chiffre-là, c'est pour représenter de 0 jusqu'à 9. Donc, si vous avez, par exemple, 3, est-ce que 3, c'est un entier non signé? Entier non signé, je vais le remplacer par chiffre. Et ce chiffre, je vais le remplacer par 3. Donc, c'est une des valeurs de chiffre. Par contre, si c'est 34, par exemple, maintenant, vous allez vous dire, est-ce que 34 est un entier non signé? Alors, vous allez dire, ok, est-ce que je vais utiliser chiffre? Non, je ne peux pas utiliser chiffre parce que chiffre, je peux juste remplacer soit 3, soit 4. Donc, ça ne marche pas. Au contraire, entier non signé, je vais le remplacer par chiffre, chiffre. Et ce chiffre, je vais le remplacer par 3. Et ce chiffre, je vais le remplacer par 4. Et je viens d'avoir 34 par la définition de entier ns. Donc, 34, c'est un entier non signé. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour 345? Est-ce que je peux l'avoir avec ça? Non, je ne peux pas l'avoir parce que 3, il est obtenu de ce chiffre, 4 obtenu de ce chiffre, et le 5, je n'ai pas de 5. C'est pour ça que je dois ajouter un ou et écrire 3 fois chiffre, 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 et je ne vais pas finir. Donc, pour 1245, je vais avoir besoin d'ajouter une autre partie, donc ça ne marche pas. Ce que j'ai fait ici dans la définition, c'est dire que lui, c'est un chiffre, et à côté de lui, c'est un chiffre, ou lui-même, entier ns. C'est un peu de la récursivité, je vais expliquer. Maintenant, si nous avons 1245 et on veut savoir est-ce que c'est un entier non signé. Alors, pour lui, est-ce que je vais choisir cette définition ou cette définition? Si je choisis cette définition, je peux juste avoir le 1 et le reste, je ne peux pas l'avoir. Donc, elle, ça ne marche pas. Je vais dire que entier ns, ça va être cette définition. Et ce premier chiffre, ça va être mon 1. Maintenant, je vais dire est-ce que 245 est un entier ns? Donc, pour entier ns, c'est quoi sa définition? C'est soit chiffre entier. Qu'est-ce que je vais choisir? Donc, le 1, on l'a déjà défini. Je vais choisir cette deuxième, encore une fois, pour ce entier ns. Donc, entier ns, lui, je vais le traduire en chiffre. Je vais utiliser la deuxième définition et entier ns. Alors, ce chiffre-là, ça va être le 2. Donc, lui, il va être le 2. Donc, j'ai défini les deux. Et pour 45, ça va être mon nouveau entier ns. Et lui, pour le définir, je vais choisir encore chiffre et entier. Le premier chiffre, ça va être 4. Et le deuxième, entier non signé, ça va être défini comme cette fois-ci juste chiffre et non pas
entier ns. Je vais le définir juste avec lui. Et maintenant, ce chiffre, je vais le traduire à 5. Et là, j'ai eu mon 1, 2, 4, 5. Je les ai eus à partir de la définition. Voilà, je viens de définir l'entier non signé, mais bien sûr, dans votre réponse, vous devez ajouter la définition de chiffre. C'est juste qu'on vient de l'avoir dans la diapositive d'avant, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis, mais pour une réponse complète, vous devez l'ajouter. Définir float 14.5, 6.2, 5.00. Donc, comment est-ce que vous pouvez définir float, sachant que vous venez de définir entier ns? Je vous laisse réfléchir. Et maintenant, je donne la solution. Alors, un float, c'est quoi? Je vais écrire float entre inférieur et supérieur. Et le métasymbole pour dire je veux définir float. Un float, ça peut être un entier non signé. Et là, je peux avoir 14, 100, 1, 10, ce que je veux avec l'entier. Je dois avoir un point. Donc ici, on a choisi point. Donc je dois avoir le point tel qu'il est. C'est un terminal. Et après ça, je peux avoir ce que je veux. 125, 3, 5. Donc c'est un autre entier non signé. Mais j'ai des floats j'ai des réels qui sont négatifs. C'est pour ça que je vais mettre un moins au début. Et le moins, il est optionnel. Je peux l'avoir comme je peux ne pas l'avoir. Les crochets ici, c'est des métasymboles. Ce n'est pas des choses que je dois trouver. Ce n'est pas un terminal. Sinon, j'aurais eu les deux guillemets. On met les guillemets juste quand il y a confusion. Mais sinon, tout ce que je trouve qui n'est pas défini, c'est un terminal, sauf les métasymboles, bien sûr. Maintenant, donner des définitions en notation BNF qui rendent ce programme, progx, c'est le nom de ce programme, syntaxiquement correct. J'ai écrit un programme, c'est mon langage de programmation à moi. Ça commence par programme, le nom du programme P1, int, une déclaration, un entier x, un float y. Je dois trouver début. Après ça, je trouve des choses comme x de point égale 7, y de point égale x sur 2. Et je termine avec fin. Votre réponse, elle peut être générale, comme elle peut être juste sur cet exemple. Ce qui importe, c'est répondre à la question. Donc, pour que ce soit plus simple, donnez une réponse qui s'ajuste juste sur cet exemple ici. Ça va vous permettre après comment est-ce qu'on peut généraliser. Sinon, si vous pensez que vous maîtrisez un peu, que vous avez bien compris, vous pouvez donner quelque chose qui est un peu plus général. Je parle par exemple comme le P1 ici. Est-ce que vous donnez des noms qui sont juste avec une lettre après un chiffre ou vous donnez des noms valides n'importe comment? Ça veut dire, ça peut être PP1 ou 3P1 ou 3P sans le 1. C'est à vous de voir. Maintenant, on va voir ma solution, ce que j'ai proposé, sachant qu'il y a différentes solutions à cette question. Comme on a dit, elle peut être très restreinte à l'exemple qu'on a, elle peut être un peu plus générale. Le programme, c'est ici, les différentes instructions de programme. Et maintenant, je vais essayer de définir c'est quoi un programme dans ce langage que je viens d'inventer. Alors, la première chose, c'est mon programme à moi. Il est constitué de, il est défini par programme tel qu'il est. C'est un terminal. Je dois absolument le trouver. Et après ça, je donne un nom au programme, identificateur. J'ai choisi comme nom. Vous pouvez appeler ça nom, appelez-le comme vous voulez. Et après ça, il y a un corps du programme. Donc, tout ce que je dis, c'est que je dois avoir un programme avec un nom. Et après ça, j'ai un corps. Vous pouvez aller plus loin, diviser le corps tout de suite. Moi, j'ai appelé corps. Et après ça, je dois définir c'est quoi un identificateur et c'est quoi un corps. Dans mon corps, ça veut dire toutes les instructions qui restent, j'ai des déclarations, plusieurs déclarations. Donc, ça, c'est pour le int et pour le float. Et après ça, j'ai un terminal. Je dois trouver début. Et ici, j'ai des instructions, mais je vois que c'est juste des affectations. Donc, c'est plus précis pour cet exemple. J'ai dit j'ai des affectations. Mais si j'avais d'autres, je peux dire instructions. Et je termine avec un fin. Je dois trouver un fin comme terminal. Maintenant, bien sûr, tout ce qui n'est pas défini parmi les non-terminaux, je dois les définir.
Je commence par ces déclarations. Alors, puisque j'ai plusieurs déclarations, donc déclaration avec S, ça peut être une seule déclaration ou plusieurs déclarations. Comme ça, je peux faire plusieurs déclarations. Alors, la déclaration avec S, plusieurs déclarations, c'est une seule déclaration ou une déclaration avec plusieurs déclarations. Maintenant, je dois définir c'est quoi une seule déclaration. Une seule déclaration, c'est un type comme le int et le float. Et juste à côté, un identificateur, c'est le nom de la variable. Et vous voyez que j'ai utilisé identificateur, identificateur, ça veut dire les mêmes règles vont s'appliquer pour le nom de programme et le nom de la variable. Maintenant, j'ai utilisé type, je dois dire c'est quoi type. Mais type, je dis juste que c'est soit un int, soit un float. Vous voulez aller plus loin, vous faites ou string, ou bool, etc. Vous pouvez ajouter tous les types que vous voulez. Mais pour l'exemple, j'ai utilisé juste int et float. J'ai pris le int et float. Maintenant, le identificateur. C'est quoi un identificateur? Regardez, c'est une lettre. Ça commence toujours par une lettre. Après ça, une lettre ou un entier non signé. C'est ce que j'ai choisi qui répond juste à cet exemple. Pas en général, pas c'est quoi un identificateur dans les autres langages de programmation, mais dans ce langage, soit une lettre, donc je vais le remplacer juste par X, juste par Y, soit une lettre avec un entier, et l'entier, ça va être le 1 pour répondre au P1. Maintenant, c'est quoi entier NS? On l'a déjà vu. Avec chiffre, on l'a déjà vu aussi. Et il reste la lettre. C'est quoi une lettre? C'est le A, B, C, D jusqu'à Z. Ou je peux écrire A.Z pour dire c'est l'alphabet de A jusqu'à Z. Voilà, maintenant j'ai défini programme avec l'identificateur, les déclarations, le début, la fin. Qu'est-ce qui reste? Il reste les affectations. Ici, c'est quoi une affectation avec S? Vous vous en doutez bien maintenant, une affectation avec S, soit une seule affectation ou affectation avec S. Ça veut dire que ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou autant que je veux d'affectation. Une affectation maintenant, c'est quoi? Une affectation, ça se définit par un identificateur. Ici, j'ai utilisé 2 points égales pour l'affectation. Donc, 2 points égales un terme. Et je dois définir maintenant c'est quoi ce terme. Mais est-ce que c'est juste un terme ou je peux ajouter aussi une affectation? J'ai écrit 2 fois affectation. C'est juste pour vous montrer que je peux avoir plusieurs définitions du même nom terminal. J'aurais pu faire un ou ici, mais juste pour vous montrer que c'est possible. Et il y a moins de confusion aussi. Vous allez vous dire est-ce que c'est le ou pour les 2 points égales ou est-ce que c'est pour la définition. Donc, j'ai choisi d'ajouter une définition pour affectation. C'est un identificateur 2 points égales terme, opérateur, terme. C'est pour celle-là. Maintenant, je dois définir terme. Le terme, c'est soit un entier, donc ça va répondre au 7. Sinon, c'est un identificateur. Et là, ça va prendre comme X, par exemple. Et maintenant, c'est quoi un opérateur? Un opérateur, c'est la division qui m'importe. Et je peux ajouter, pour que ce soit un peu plus général, l'addition, la soustraction et la multiplication. Donc, je viens de faire l'affectation. Donc, pour la première, par exemple, x de point égale à 7. Et là, je vais prendre identificateur de point égale terme. Et le terme, je vais le remplacer par entier. Et le entier, je vais le remplacer par chiffre. Et le chiffre, ça va être le 7. Pour l'autre, l'affectation, je vais prendre cette définition. Identificateur qui sera le y. De point égale, c'est un terminal. Le terme, je vais le prendre comme identificateur. Et l'identificateur va être une lettre. Et la lettre va être x. Après ça, l'opérateur, ça va être la division. Et encore une fois, le terme cette fois-ci, ça va être un entier. Et l'entier, ça va être 2.